Je vais laisser la parole maintenant à David. Je voulais avant toute chose présenter David parce que c'est donc un prof de l'éducation nationale qui est aussi mobilisé dans la coordination interpro et qui est a participé à la construction de la coordination nationale éduc. On a pensé que c'était intéressant et important au regard des liens qu'il peut y avoir entre ces deux institutions en tant que militants, parce que nous, on parle de convergence des luttes et c'est aussi par la pratique, en écoutant et en cherchant à faire les choses tous ensemble. Donc, je te laisse la parole, David. Merci encore d'être là. Ok, salut à tous. Voilà, je ne sais pas si on me voit. Ok. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi c'est David, je suis prof et je fais partie de la coordination nationale éducation, comme vient de le dire Elena. Donc c'est une intervention pour du coup la coordination interpro. Il y a une coordination interpro qui s'est mise en place pendant le mouvement de grève sur les retraites qui a démarré le 5 décembre. En gros, on est parti du constat qu'il y avait pendant ce mouvement énormément d'AG interpro qui se montaient un petit peu partout, souvent avec de l'aide de différents secteurs, notamment de l'éducation, les grévistes de l'éducation, les grévistes du travail social, etc., qui venaient aider sur les piquets, les grévistes de la RATP, les grévistes de la SNCF, etc. Et qui avaient une nécessité voilà, de regrouper nos forces, les différentes AG interpro locales qui pouvaient exister, mais aussi les coordinations de secteurs qui existaient avant ce mouvement, comme la coordination nationale du travail social ou aussi la coordination nationale de l'éducation qui se réunissait en fait depuis l'année dernière et la bataille que vous avez dû suivre sur les réformes Blanquer qui avait abouti sur la grève du bac historique. Donc, cette coordination nationale interpro, elle s'est construite au cours de la grève de décembre et de janvier avec des premières réunions en physique en région parisienne. Depuis, en gros, le confinement, elle s'est encore réunie par conférence téléphonique tous les samedis, en fait, depuis le confinement le 16 mars. On en est, la dernière, c'était la 10e coordination nationale interpro qu'on organisait. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour les infos. Alors ensuite, sur ce qui s'est passé là en ce moment depuis le confinement, moi, je trouve que voilà, l'initiative que vous prenez là, elle est très intéressante parce que elle nous permet à tous de voir ce qui se passe au niveau du travail social et des luttes qui peuvent être menées dans votre secteur, qui sont pas forcément visibles, mais en fait, c'est passé de la même manière partout. On peut pas du tout dire que les luttes ou nos mobilisations ont été confinées à partir du 16 mars. Vous avez tous suivi, je pense, les batailles très importantes qui ont été menées par les collègues d'Amazon, par exemple, avec une décision en justice qui a permis de prouver qu'il y avait une mise en danger en fait des salariés, qui est vraiment un point d'appui pour tous ceux qui ont mené des batailles dans des secteurs très précarisés, comme on dit, ubérisés, comme sont les salariés d'Amazon. C'est une décision et une bataille qui a donné de la force à plein d'autres travailleurs. On a des chiffres globalement qui disent que 6 salariés sur 10 ont continué à travailler malgré le confinement. Donc, en fait, c'est une minorité finale de travailleurs qui se retrouvent en situation de télétravail et confinés de fait, comme les salariés d'Amazon, comme ceux de la Poste, comme des salariés de l'automobile. Et dans toute une série de secteurs, il y a des batailles voilà, qui ont été menées sur le droit de retrait. Il y en a eu aussi à la Poste qui ont pu être victorieuses dans un certain nombre de départements, et aussi des batailles sur le droit de retrait dans l'automobile. On a pu le voir à PSA où les collègues ont gagné sur des fermetures d'usines. Mais c'est une bataille permanente entre le respect des conditions sanitaires, des conditions de sécurité pour les salariés et la volonté voilà, des employeurs de rouvrir sans masque, sans gel, sans possibilité de distanciation, parce que la seule logique, en fait, du coup, c'est le profit. À aucun moment, la santé, c'est bien le problème dans lequel on est là, puisque cette situation de confinement, elle est aussi due au scandale des masques manquants, etc. On a tous suivi cette situation. Donc maintenant, là où on en est, c'est qu'il y a toute une série de secteurs qui continuent à mener des batailles sur le droit de retrait, en arguant des conditions sanitaires de mise en danger, comme ils ont pu le faire et en se basant sur la victoire d'Amazon. Mais maintenant, on a évidemment l'annonce de la réouverture
des écoles, des collèges et des lycées à partir du 11 mai. Donc ça, c'était l'annonce de Macron. Vous avez vu que depuis, ça improvise beaucoup et que Blanquer, il a annoncé 11 mai, 18, 25. Évidemment, cette décision, elle a choqué tout le monde. Elle a choqué d'abord des parents, ensuite les élèves. Et ce qui a d'autant plus choqué, je peux peut-être révolté aussi, c'est le fait que Macron, comme ça a été dit par exemple dans la première intervention, il ose faire la référence aux inégalités sociales. Alors que dans le même temps, il ferme des classes en REP+, par centaines. Et il a quand même attendu le fait que le confinement démarre pour fermer des classes. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont attendu la fin municipale, après ils ont attendu le début du confinement et ils ont annoncé la fermeture des classes à Nanterre, dans des quartiers populaires, etc. Un peu partout en France, dans le 94, dans le 93. Ils ont attendu que plus personne ne puisse protester parce qu'on est confiné, parce qu'on ne peut pas manifester, etc. Donc c'est quand même particulièrement grave. Évidemment, cette réouverture le 11 mai, elle pose des problèmes très importants. Je partirai des personnels de santé, vu que là j'ai plutôt parlé des boîtes et des batailles sur les droits de retrait. Par exemple, l'intersyndicale de l'hôpital Beaujon de Clichy, dans le 92, elle dit très clairement qu'une réouverture le 11 mai, ça serait terrible pour eux. Ils prennent les chiffres de l'Île-de-France, 2,5 millions d'élèves, 200 000 personnels qui se remettent à bosser sans avoir eu des tests préalables, sans masque, etc., avec les concentrations que ça signifie, ben, ça voudrait dire une deuxième vague. Et une deuxième vague que leurs services à l'heure actuelle de réanimation, les services des urgences seraient incapables d'absorber. Voilà. Donc là, en gros, la position de la coordination interpro, dans la suite des positions des coordinations éducation, etc., c'est de dire que le 11 mai, on aurait une occasion voilà, de se battre ensemble pour empêcher ce qui est en train d'essayer de faire le gouvernement avec le MEDEF, c'est-à-dire que de remettre tout le monde au boulot dans des conditions terribles. C'est évidemment les plus précarisés, les plus fragiles qui seront les premières victimes de cette situation. Il y a un certain nombre de vidéos qui commencent à être mises en ligne par des syndicats, notamment de la RATP, sur la situation dans les transports, par exemple en Île-de-France. Et on voit que c'est dans le 93, on voit que c'est dans les territoires les plus précarisés, dans les territoires où on a les quartiers populaires, etc., où évidemment la situation dans les transports est la plus tragique, où elle serait invivable à partir du 11 mai. Et évidemment, c'est dans ces quartiers populaires où on ne pourrait pas mettre en place la distance sociale, où il n'y aurait pas de masque, où il n'y aura pas de gel. Ça serait les premières victimes du Covid-19. On a tous vu les conséquences qu'avait l'épidémie dans le 93, par exemple, qui est un des départements les plus touchés. Et donc, le 11 mai, pour nous, ça serait le début possible d'une bataille commune entre ceux qui ont été, par exemple, confinés, comme dans l'éducation nationale, et qui voudraient exprimer leur solidarité avec tous ceux qu'on veut remettre au boulot de force dans des conditions sanitaires terribles, en organisant leur garde à l'école, au collège ou au lycée. C'est la seule manière d'expliquer qu'on démarre par les enfants de grande section de maternelle, par exemple, et que les secondes rentrent 15 jours après, ou que les étudiants, les facs restent fermés. C'est que, bien sûr, l'objectif, il est uniquement économique et à courte vue, c'est-à-dire de remettre les parents au turbin. Et c'est évidemment les parents qui ont des conditions de travail précaires, qui n'auront aucun rapport de force avec leur employeur, qui seront obligés d'y retourner. Donc, il pourrait y avoir une bataille commune à partir du 11 mai pour dire que non, ce n'est pas le MEDEF qui doit diriger la société et dire si, en gros, faire l'arbitrage entre nos santé et l'économie, mais c'est à nous de décider. Et évidemment, le 1er mai, ça sera une vraie étape là-dedans où on a moyen, toujours comme on fait là, quand on organise des meetings en ligne, etc., de rendre visibles nos luttes. Donc, on lâchera pas en interpro en étant présent le 1er mai. Et le 11 mai, on pourra avoir une bataille commune sur le droit de retrait, une bataille commune contre les inégalités sociales que cette crise ne fait qu'exacerber. Voilà. Je terminerai juste pour une petite info en disant que la position sur le 11 mai dont j'ai parlé, elle est commune coordination éducation, coordination lycéenne nationale, qui sont réunis eux par Discord parce qu'ils sont plus jeunes que nous,
les profs, on se réunit en conférence téléphonique et à des collectifs de parents qui s'appellent les parents pas confiants, Blocon Blanquer, les styles rouges, etc. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour des 1er mai communs, interpro, etc.